Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 290, 291, 292 et 293 de notre chapitre 13 graphique de notre manuel Amplitude 1. Alors au programme aujourd'hui, nous allons découvrir, voire redécouvrir les graphiques puisque le chapitre des graphiques a déjà été abordé dans votre cours de sciences. On va essayer de faire un peu le point, faire une petite synthèse pour voir un peu quel type de graphique il existe et surtout de voir dans quel cadre on utilise tel ou tel graphique. Commençons d'abord par la première activité, où on va me parler de graphique évolutif. Donc un graphique évolutif, c'est quelque chose qui va ressembler à ceci. Vous voyez, toute une série de points, d'accord? On me dit, observe le graphique ci-dessous et réponds ensuite aux questions. Évolution du taux d'obtention du certificat d'études de base CEB en 6e primaire de 1999 à 2013. Vous avez un graphique ici. On va vous demander de graduer les axes. Vous voyez, ici, ce n'est pas complété. On a une petite note que je vous laisserai lire et vous allez me préparer les différentes questions qui sont ici, qui sont complète les parenthèses sur le graphique en indiquant les unités associées aux axes. Quel est le taux d'obtention du CEB en 2000? Quelles sont les années pour lesquelles le taux d'obtention est de 94%? Quelles sont les années pour lesquelles le taux d'obtention est inférieur ou égal à 93%? Explique le changement qui s'est opéré en 2011. Pourquoi ne peut-on pas comparer les taux de 2007 avec ceux de 2012? En quelle année le taux d'obtention du CEB a-t-il été moins bon par rapport à l'année précédente? Cela signifie-t-il qu'il y a eu moins de réussite? Et finalement, complète les phrases suivantes. Il s'agit d'un graphique de type. Et il faudra compléter. En effet, il montre. Et voilà, on va commencer d'abord par cette activité. Donc vous allez mettre maintenant cette vidéo en pause, vous tentez de réaliser cette première activité et vous la relancez quand vous avez terminé. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser l'activité. Nous allons maintenant passer à sa correction. Alors, la première chose, c'est que l'on peut graduer les axes ici en pourcentage, d'accord, et ici en années, puisqu'on voit bien ici 1999, 2000, 2001, ça ce sont les années, et ça, 90%, etc., ce sont les pourcentages. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? Quel est le taux d'obtention du CEB en 2000? Eh bien, quand je vais voir en 2000, le taux d'obtention est de 92%. Quelles sont les années pour lesquelles le taux d'obtention est de 94%? Eh bien, si je regarde sur la ligne en pointillé 94%, on en a une ici en 2004, on en a une ici en 2007 et une ici en 2009. Donc 2004, 2007 et 2009. Quelles sont les années pour lesquelles le taux d'obtention est inférieur ou égal à 93%? Donc 93%, c'est entre les deux graduations ici. Et donc inférieur, on a déjà 2000, d'accord? Ici, 2000. On a donc tout ceci, tous ces points-ci sont au-dessus de 93%. On a ici qui est un tout petit peu au-dessus de 93%. On a celui-ci qui est un tout petit peu en dessous de 93%. Donc c'est en 2006. D'accord? En 2006. Et alors, ici c'est au-dessus et ici un tout petit peu en dessous de 93% en 2008. Vous pouvez mettre votre latte ici bien perpendiculaire à l'axe vertical et vous pouvez tracer une ligne ici et vous regardez tous les points qui sont en dessous de la fameuse ligne qui représentera les 93%. Donc les bonnes réponses sont 2000, 2006 et 2008. Explique le changement qui s'est opéré en 2011. Eh bien ça, c'est ce qu'on vous explique dans la petite remarque. Et on vous dit quoi? Eh bien on vous dit, à partir de 2011, le taux d'obtention du CEB se base sur le nombre d'élèves inscrits en 6e primaire lors de la passation de l'épreuve et non plus sur le nombre d'élèves inscrits au 15 janvier. La conclusion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chiffres à partir de 2011 ne vont plus vraiment être comparables avec les chiffres d'avant 2011. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'avant 2011, on prenait comme nombre total d'élèves le nombre d'élèves qui étaient inscrits en 6e primaire le 15 janvier. Oui, mais entre le 15 janvier et juin, il y a peut-être des élèves qui ont changé d'école. Donc, il se fait que, au final, quand on calculait le pourcentage avant 2011, eh bien, le total, l'équivalent des 100%, était souvent surévalué puisqu'on avait des élèves qui avaient quitté l'école. Prenons un exemple, si on a 100 élèves en janvier, en 6e primaire, eh bien, on va pouvoir se dire, bah, ok, 100%, ça représente 100 élèves, mais s'il y en a 10 qui partent
il n'y en a plus que 90 qui vont passer le CEB. Et donc, du coup, mon total, ça devrait être 90 et plus 100. Mon 100% devrait être représenté par 90 élèves et plus 100 élèves, puisqu'il y en a 10 qui seraient partis. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chiffres qu'on va avoir après 2011 ou à partir de 2011, ben, ils vont être difficilement comparables avec les chiffres d'avant 2011. Ok, pourquoi ne peut-on pas comparer les taux de 2007 avec ceux de 2012? Bah, car on ne prend pas en compte le même type de population. C'est ce que je viens de vous dire. En fait, en 2007, concrètement, eh bien, on prenait comme nombre total d'élèves le nombre total d'élèves qu'il y avait en janvier, mais il y en avait vraisemblablement moins en fin d'année. Donc les chiffres étaient un peu faussés. En quelle année le taux d'obtention du CEB a-t-il été moins bon par rapport à l'année précédente? Cela signifie-t-il qu'il y a eu moins de réussite? Alors on me dit en 2000, donc en 2000 effectivement c'était moins bon qu'en 1999. On me dit en 2003, en 2003 c'était sensiblement moins bon qu'en 2002, ok c'est un peu plus bas. En 2005, c'était moins bon qu'en 2004, vous voyez c'est plus bas qu'en 2004. En 2006, c'était moins bon qu'en 2005. En 2008 et en 2008, c'était un peu moins bon qu'en 2007. Alors, cela signifie-t-il qu'il y a eu moins d'élèves qui réussissent? Eh bien non, puisque ici, on parle en pourcentage. On pourrait très bien avoir plus d'élèves qui ont réussi, mais sur un total de plus d'élèves, et donc avoir un pourcentage qui serait moins élevé avec plus d'élèves qui réussissent. D'accord? Prenons un exemple. Si je parle de 100 élèves et que j'ai 50 élèves qui réussissent, eh bien j'ai un taux de 50%. Si je prends maintenant 1000 élèves et que j'en ai seulement 200 qui réussissent, eh bien je vais avoir un taux de 20%. 20%, c'est moins que 50%, mais dans le premier cas, les 50%, ça représentait 50 élèves, alors que dans le deuxième cas, les 20%, ça représente 200 élèves. Donc il y a plus d'élèves qui ont réussi, mais il y a plus d'élèves au total, donc le pourcentage est moins haut. D'accord? Alors on me dit complète les phrases suivantes. Il s'agit ici d'un graphique de type évolutif. Ben oui, hein, c'est ce qui était marqué dans le titre, d'accord? C'était pas compliqué à trouver. Et il montre quoi? Eh bien, il montre l'évolution d'une grandeur, ici les pourcentages, par rapport à une autre. Et l'autre grandeur ici, ce sont les années. Voilà. Passons maintenant au premier exercice que vous allez préparer. On me dit, le tableau ci-dessous représente le relevé des températures moyennes de la ville de Bruxelles sur les 10 premiers jours du mois de juin en 2015 et en 2016. Construit un graphique évolutif reprenant ces données, représente l'année 2015 en vert et l'année 2016 en bleu. Veille à donner un titre à ton graphique et à bien placer les mesures ainsi que les graduations des différents axes. Voilà, on a ici le tableau et avec les mesures et ici on va faire le graphique. Il faudra répondre ensuite à toutes ces questions-ci, d'accord? Alors pour qu'on soit globalement tous raccord avec le graphique que l'on va faire pour qu'on prenne plus ou moins tous la même échelle, je propose de prendre 2 carrés, donc ce qui doit représenter 1 cm pour être 5 degrés, et de placer le 1er juin, la première graduation ici, puis de mettre chaque graduation espacée de 1 cm. Donc le 2 juin ici, puis encore 1 cm le 3 juin, et ainsi de suite. Comme ça, on va avoir globalement tous la même échelle et tous le même graphique. Alors attention que ici, vous allez regarder quand on fera la correction l'aspect global du graphique, parce que déjà, on va devoir un petit peu sans doute arrondir les données en fonction de l'échelle qui n'est pas très grande. Et puis, ben, ça va être compliqué de mesurer sur votre écran d'ordinateur pour avoir les bonnes mesures. Donc, on regardera si l'allure générale de votre graphique est correcte. À vous de voir si vous avez été bien précis quand vous avez tracé votre graphique. Voilà, vous mettez la vidéo en pause et vous la relancez quand vous avez terminé de réaliser ce premier exercice pour qu'on puisse le corriger. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser ce premier exercice. Nous allons maintenant passer à sa correction. Et donc, voilà à quoi doivent ressembler les deux graphiques. Alors, faites attention. Ils ont commis une erreur ici. Regardez, on peut s'en rendre compte facilement avec la première date. En 2015, je dois avoir une température qui est plus basse que celle de 2016. Or, en 2015, vous voyez, d'après eux, la température de 2015 serait ici, alors que la température de 2016 serait là. Donc, en fait, ils se sont trompés. Ils ont inversé les dates des graphiques.
Et donc, globalement, je vais corriger ça en post-prod. Voilà, donc on a bien le graphique entrée continue qui est le graphique de 2016 et le graphique qui est en pointillé qui est le graphique de 2015. On vous dit comme titre évolution de la température pendant les 10 premiers jours de juin à Bruxelles en 2015 et 2016. L'axe vertical, c'est bien la température en degrés et l'axe horizontal, c'est bien les jours et on a mis 1er juin, 2e juin, 3e juin, etc. Donc ici, l'idée, c'est de voir est-ce que vos graphiques ont globalement cette allure-là. Est-ce que vous avez été assez précis? Normalement, ça devrait ressembler à ceci. Répondons maintenant aux questions. Quel est le jour où la température mesurée est la plus élevée? On me propose le 5 juin 2015. Alors le 5 juin 2015, on est à 21,1 degrés Celsius. Est-ce qu'on a plus? Eh bien non, on n'a pas plus. Donc c'est effectivement le jour où il y a la température la plus élevée. Quel est le jour pour lequel l'écart de température entre 2015 et 2016 a été le plus important? On me propose le 7 juin. Alors le 7 juin, j'ai combien? J'ai 6,4 degrés d'écart. Alors si je regarde ici, j'ai 2,5 degrés d'écart. Ici, j'ai 1 degré d'écart. Ici, j'ai moins de degrés d'écart. Ici, j'ai 2 degrés,2 d'écart. Ici, j'ai 3 degrés,1. Ici, j'ai 3,6 degrés d'écart. Ici, effectivement, j'ai 6,4 degrés d'écart. Ici, je n'en ai que 5,5. Ici, j'en ai 4,6. Et ici, j'ai 1,9 degrés d'écart. Donc, conclusion, c'est bien le 7 juin où on a l'écart le plus important. Quel est le jour pour lequel l'écart de température entre 2015 et 2016 a été le moins important? Ici, on me propose le 3 juin. Effectivement, le 3 juin, regardez, j'ai même pas 1 degré d'écart, j'ai 0,4 degré d'écart. Et on me propose ensuite, quels sont les jours durant lesquels il fait plus chaud en 2016 qu'en 2015? On me dit, le 1er juin est du 6 au 10 juin. Alors, le 1er juin, effectivement, il faisait plus chaud en 2016. Et du 6, c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus au 10 juin. Effectivement, ceci, c'est correct. Très bien. Passons maintenant à la suite. Nous allons entamer les graphiques en bâtonnet. Alors on me dit, à l'aide du graphique suivant, réponds aux questions. Vous voyez, on a deux graphiques qui sont superposés ici. On a le graphique en mauve et le graphique en bleu. Chacun indique des choses différentes. Le graphique en bleu, ce sont les parts étrangères et le graphique en mauve, ce sont les parts belges. D'accord? Et on vous demande de répondre à toutes ces questions. Les questions, c'est quoi? C'est complète les éléments manquants entre parenthèses qui sont ici et ici. Quel a été le budget total alloué au long métrage en 2014? Quel a été le montant des parts belges en 2013? Quel a été le montant des parts étrangères en 2012? En quelle année le montant total alloué au long métrage a-t-il été le plus important? Quelles sont les années où les parts belges ont été inférieures à celles de 2007? Et ensuite, complète les phrases suivantes. Il s'agit d'un graphique de type, on ira voir le titre, mais je pense que ça ne me paraît pas très compliqué pour répondre à cette question. En effet, il permet, et là, on va répondre à la question, à quoi permet ce type de graphique? Voilà, vous mettez la vidéo en pause, vous réalisez cette activité et vous relancez la vidéo quand vous l'avez terminée pour qu'on puisse la corriger. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser cette activité. Nous allons maintenant passer à sa correction. Alors, globalement, ici, on va compléter, eh bien, ce sont des milliers d'euros, d'accord? Et ici, ce sont des années. Comment je sais que ce sont des milliers d'euros? C'est marqué ici, dans le titre. Évolution en milliers d'euros des parts belges et étrangères dans le budget des longs métrages reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles de 2005 à 2014. Donc, beaucoup d'informations étaient données dans le titre. Donc, compléter les éléments manquants, on vient de le faire. Quel a été le budget total alloué au long métrage en 2014? Alors, on va voir en 2014. Et si on prend Salat et qu'on regarde avec précision, on arrive ici à 190 000. Oui, attention, 190 000 milliers d'euros. Donc, ça veut dire qu'à tous ces chiffres-là, il faut rajouter 3 zéros. Donc, c'est en fait 190 millions d'euros. D'accord? Quel a été le montant des parts belges en 2013? Alors, les parts belges, c'est la partie mauve. Et en 2013, eh bien, la partie mauve, ici, vous voyez, on est au-dessus de 50 000 milliers. Donc, on est à 55 000 milliers, c'est-à-dire à 55 millions d'euros.
Quel a été le montant de parts étrangères en 2012? Alors les parts étrangères, c'est la partie bleue. En 2012, eh bien, on va les voir sur l'axe ici, la graduation en 2012. Et en 2012, on obtient 180 millions. En quelle année le montant total alloué au long métrage a-t-il été le plus important? On me dit en 2013. Eh bien, effectivement, c'est en 2013. Regardez ici, le bâtonnet le plus haut se situe dans 2013. Quelles sont les années où les parts belges ont été inférieures à celles de 2007? Alors, les parts belges, c'est les parties mauves. Donc, il faudrait regarder celles qui sont en dessous de 2007. Alors, on a déjà 2006 et 2008, d'accord? 2006 et 2008. On me dit également 2005. Évidemment, 2005, c'est également en dessous de 2007. Et on me dit aussi 2011. Eh bien, 2011, c'est légèrement en dessous de 2007. Ici, je vous invite à tracer au crayon une ligne ici qui va faire toute la longueur, en suivant bien l'inclinaison horizontale ici de 2007. Et vous allez voir que toutes les années qu'on vient de citer, eh bien, elles sont légèrement ou un petit peu en dessous de la barre que vous aurez fait au crayon. Alors, complète les phrases suivantes. Il s'agit d'un graphique de type en bâtonnet. En effet, il permet de comparer des grandeurs. Ça ne me semblait pas très très compliqué. Passons maintenant au dernier exercice pour aujourd'hui que vous allez préparer. On vous dit réalise un graphique en bâtonnet à partir du tableau suivant. N'oublie pas de lui donner un titre et de graduer et de nommer les axes. On a un tableau simplifié représentant la nationalité d'origine des mères des enfants nés entre 2006 et 2019, ici, d'accord. Et donc, on vous demande de faire ceci sur cette partie quadrillée. Alors, histoire qu'on soit raccord sur les graduations pour qu'on ait tous plus ou moins le même graphique, on prendra 3 carrés ici sur cet axe-ci pour 5000 et on mettra les années tous les centimètres. D'accord? Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, eh bien, regardez, il n'y a même pas de question en dessous. Parfait. Donc, on aura terminé les graphiques circulaires. Ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà, vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez réaliser ce graphique et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser votre exercice. Nous allons maintenant passer à sa correction. Alors voilà à quoi votre graphique doit ressembler. Donc encore une fois ici, au niveau de la précision, ça va être difficile de vous corriger. C'est pour ça que je vous ai demandé de prendre la même échelle qu'ils ont pris dans le correctif, qui n'est pas forcément l'échelle que j'aurais choisi moi. Enfin bon, eux, ils ont choisi de mettre 5000 tous les 3 carrés. Donc ici 1,5 cm pour 5000, ce qui revient à 3 mm pour 100. Et ici, tous les centimètres, on va mettre une année. Et donc, votre graphique doit ressembler à ceci. Évidemment, vous avez pu le faire avec le bâtonnet bleu foncé qui est plus large et le bâtonnet bleu clair qui est par au-dessus. C'est évidemment correct. La largeur des bâtonnets n'est pas obligatoirement la même que celle qui est sur le correctif. Le bâtonnet peut être un peu plus large ou un peu moins large. En tout cas, l'important, c'est de faire la même largeur pour tous les bâtonnets. Donc, si vous prenez un demi-centimètre ici pour largeur de bâtonnet, tous vos bâtonnets doivent faire un demi-centimètre de largeur. Donc ici, on a bien les unités graduées par coût de 5000, 5000, 10 000, 15 000, etc. Et on a les années ici, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Donc on a marqué les années. Et on a bien une petite légende qui me dit ici qu'en bleu foncé, c'était belge et en bleu clair, c'était les nationalités étrangères. Et le titre, est-ce qu'on devait donner un titre? On devait lui donner un titre. Ben ici, ils n'en ont pas donné. Eh bien, le titre, ce serait tout simplement nationalité d'origine des mères en fonction des années. Voilà, tout simplement. Eh bien, voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qu'on aura appris aujourd'hui? Les graphiques évolutifs et les graphiques en bâtonnet. Vous en avez déjà fait. Petite notion, c'est qu'un graphique en bâtonnet, ça s'appelle aussi un histogramme. D'accord? Bien voilà, la prochaine fois, nous découvrirons les diagrammes circulaires, mais vous en avez déjà fait et je pense qu'on en a déjà fait aussi dans le cours de maths, donc ce ne sera pas vraiment une découverte, mais on reverra ça. En attendant, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.